Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Kirao Multicap et Kirao Multicap Alpha. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en compagnie de Fabrice Revol, fondateur de Kirao et gérant des fonds Kirao Multicap et Kirao Multicap Alpha. Également Stéphane Dubosc, analyste sur le secteur médical, et Thomas Algieta sur le secteur des sociétés industrielles. Alors, je vous rappelle que dans l'onglet GoToWebinar, vous pouvez poser vos questions à droite. On y répondra avec plaisir en fin d'intervention. Et si vous avez un problème de connexion, vous pouvez évidemment nous envoyer un email à p.blaise@kirao.fr. On va débuter la présentation et ce bilan du premier trimestre 2021 par Fabrice. Oui, bonjour à tous. Donc on va reprendre avec une petite fiche d'état civil, je dirais, de la société, voir ses évolutions. On ira rapidement sur le process et puis ensuite on regardera les performances récentes et prendre un petit peu de recul aussi sur les performances des deux fonds. Donc notre société va avoir 7 ans, elle est indépendante. Nous sommes 16 collaborateurs aujourd'hui. Je dirais beaucoup d'investissements de la part des collaborateurs, tant en termes de compétences que financiers, puisque tous les collaborateurs sont investis dans les fonds, notamment à travers le FCPE Maison. Une démarche responsable qui s'accélère, on le verra aussi tout à l'heure, et puis une stratégie claire centrée autour du stock picking, avec 3 fonds, donc un fonds large cap Europe avec un focus France, un fonds small et mid cap et un fonds patrimonial dont on va parler, Kirao Multicap Alpha. Et en termes d'encours, nous avons franchi, vous avez sans doute vu notre communiqué en début d'année, le cap du milliard d'euros sous gestion. Donc très rapidement en process d'investissement, slide suivante, 6. Je pense que de nombre d'entre vous sont familiers de notre process. Donc en quelques mots, qui sont détaillés dans cette slide, notre process est basé sur le stock picking, qui lui-même est basé sur une analyse fondamentale qui est faite en interne, avec un univers d'investissement qui est volontairement restreint pour pouvoir faire des analyses de qualité et pratiquer des investissements dans la durée. Donc, quelques-unes des caractéristiques de nos fonds, c'est un niveau de concentration assez élevé, avec, je dirais, une quarantaine, cinquantaine de lignes et environ 40% sur les 10 premières lignes. Une approche qui se veut absolue, avec une recherche de TRI dans la zone des plus ou moins 10% et un turnover qui est faible également, donc des fonds extrêmement lisibles. Sur cet univers, sur cette philosophie, on greffe une méthode, donc comme je le disais, qui consiste à réduire l'univers, 300 sociétés environ, et puis à identifier des ruptures dans la vie des sociétés, de telle sorte à rentrer dans des phases de leur vie où on va plutôt constater une accélération de la croissance bénéficiaire et donc capter un surcroît de rendement sans surcroît de risque. Alors, slide suivante. Donc notre début d'année, donc comme je disais tout à l'heure, notre démarche responsable que Stéphane va évoquer ultérieurement s'accélère assez fortement puisque de notre côté, l'équipe de gestion, on a tous eu une formation sur la gouvernance en ce début d'année. Et puis on a aussi étoffé l'équipe avec l'avenue d'un collaborateur pour nous aider justement à avancer sur cette partie gouvernance, qui est la pierre angulaire de départ de notre démarche responsable. En termes de performance, donc on peut la qualifier de demi-teinte après une année, comme on verra, 2020, qui avait été très bonne en termes de surperformance. C'est un petit peu plus mitigé en ce début d'année, avec des marchés qui sont en forte progression, également très momentum, avec des thèmes qui tirent très fort les performances, sur lesquels on n'est pas forcément présent, on le verra tout à l'heure, et donc on a un peu de retard
en ce début d'année. Donc on relativise quand même si on prend un peu de recul, puisque si on se place en période pré-Covid, le fonds multicap reste légèrement surperformant ou en performance en ligne, avec une volatilité qui a été quand même beaucoup plus faible, et multicap alpha remplit son contrat, puisqu'on est à plus de 5% de performance absolue depuis le 18 février 2020. Voilà, donc globalement, sur une grosse année, on est à peu près en ligne avec une moindre volatilité. Donc ça ne nous satisfait pas complètement parce qu'on avait beaucoup d'avance à fin septembre de l'an dernier. Malgré tout, vous le verrez, il y a des points positifs, puisqu'on a pratiqué un recyclage de notre cash et puis une rotation plus forte qu'à l'accoutumée de nos lignes sur de nouvelles lignes qui sont contributives et surtout qui donnent satisfaction parce qu'elles ne sont pas forcément dans le cœur de notre univers d'investigation. Et puis, vous le verrez aussi, il y a des motifs d'espoir, hein, au-delà des phases court terme du marché. On estime qu'on est encore en semence sur notre fonds et qu'évidemment, nos lignes, notamment nos lignes principales, sont très loin d'avoir délivré leur potentiel. Je vais passer la parole à Stéphane, qui est en première ligne de notre démarche ISR, qui a démarré, je vous le rappelle, il y a à peu près 1 an et demi, et qui se concrétise aujourd'hui par des choses concrètes. Donc, je passe la parole à Stéphane sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, un point sur notre stratégie en matière de ESG. Donc, nous poursuivons en 2021 les actions initiées en 2020 qui visent à intégrer l'ESG dans notre gestion. Donc, comme le disait Fabrice, un analyste nous a rejoint début mars. Donc, son travail en collaboration avec l'ensemble des équipes d'analystes va constituer à réaliser une matrice interne de notation des éléments ESG des sociétés du portefeuille. Donc, la priorité pour Kirao, comme vous l'avez expliqué précédemment, c'est le sujet de la gouvernance. Fabrice vous a informé que l'ensemble des équipes avaient suivi une formation sur ce sujet avec notamment Proxinvest. Et donc, on aura à cœur de déployer une matrice interne de notation sur ce sujet. Donc, pour rappel, on a défini 4 critères principaux qui sont l'indépendance du conseil d'administration et du comité exécutif, la politique de rémunération des dirigeants, qui est un sujet central, et l'éthique des affaires et la défense du droit des actionnaires minoritaires. Nous commençons également à intégrer les autres sujets environnementaux et sociaux. On n'a pas vocation à faire une usine à gaz, donc on va se concentrer sur des éléments qui sont essentiels. Donc ça va être l'analyse de la politique de neutralité carbone des sociétés, savoir si elles ont des objectifs de 0 émission nette. Et au niveau social, ça sera le turnover des effectifs ainsi que le budget de formation. On va enrichir progressivement ces sujets environnementaux et sociaux d'une analyse de matérialité. Ça veut dire qu'on pourra évidemment regarder d'autres critères selon l'importance, selon certains secteurs. Par exemple, au niveau industriel, on regardera les provisions de pollution des entreprises. Pour une boîte dans les SS2I, au niveau social et parties prenantes, on regardera le budget dédié à la cybersécurité. Voilà. Donc, on souhaite aller étape par étape sur l'ensemble de ces sujets. Donc, ce travail vise évidemment à renforcer le dialogue actionnarial avec les émetteurs de manière continue tout au long de l'année. On enverra des questions progressivement aux émetteurs, ce qu'on a déjà commencé à faire. Et parallèlement, désormais, nous exerçons les droits de vote des sociétés sur l'ensemble des assemblées générales. Donc 100% du portefeuille fait l'objet de vote aujourd'hui. On travaille avec le CNCIC pour les sociétés françaises et on a ouvert les tuyaux avec le partenaire pour voter à l'étranger qui s'appelle Broadridge. Sur ce sujet de vote, nous collaborons également avec Proxinvest, qui est un acteur reconnu sur la place en matière de conseil de vote. Donc, nous avons démarré ce travail. On voit qu'il y a un sujet central dans les premières assemblées générales qui est celui de la politique de rémunération des dirigeants et notamment du manque de transparence sur la rémunération variable à moyen terme et à long terme, aussi bien pour l'année 2020 et 2021. Donc, on s'opposera systématiquement quand cela ne nous donnera pas satisfaction.
Également, ce début d'année, nous avons reçu de la part de T-Finance, avec lequel nous travaillons, les nouveaux rapports ISR et empreinte carbone des portefeuilles. C'est le motif de satisfaction pour nous parce qu'on a vu une nette amélioration des notes ISR et empreinte carbone de Multicap notamment. Vous pouvez disposer de ces rapports sur demande, on aura le plaisir de vous les transmettre. Et nous avons vocation à terme de maintenir les notes aussi bien sur la partie ISR que l'empreinte carbone largement au-dessus des indices. Voilà, un petit point au niveau réglementaire, c'est un sujet assez important ce début d'année. Donc c'est pour vous dire que les fonds entrent dans la catégorie AMF 2, donc avec une approche extra-financière non significativement engageante. Ils sont également conformes aux dispositions de l'article 6 du règlement européen SFDR, qui est relatif à la politique de risque de durabilité. Alors, c'est un petit peu frustrant pour nous parce que cet article 6 ne fait pas vraiment le distinguo entre des sociétés qui ne font absolument rien en termes de ESG avec des sociétés comme Kirao qui ont entrepris une démarche d'intégration de ESG. Donc, on se dit que notre travail progressif devrait nous permettre de répondre à moyen terme à l'article 8 SFDR, ce qui va entraîner pour nous quelques démarches qui seront plus des démarches de mettre en place une méthodologie en fait de l'intégration de ces éléments ESG dans la vie des portefeuilles et puis repérer les critères clés en termes environnementaux et sociaux pour pouvoir communiquer par la suite de manière assez régulière auprès des investisseurs. Donc, on vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de cette démarche pour les prochains mois. Merci Stéphane. Donc, je vais reprendre la parole. Donc, très rapidement sur le fonds Multicap, donc en slide 13. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette slide. Vous connaissez la structure du fonds, comme je le disais, une cinquantaine de lignes, capital médiane de l'ordre de 10 milliards d'euros. Volatilité toujours plus faible par rapport aux indices de référence, en moyenne une vingtaine de %. Par rapport aussi à la catégorie, et une performance annualisée depuis la création de 10,5% en part AC. Donc, concernant la performance du premier trimestre, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un retard. Donc on estime que c'est un retard d'alpha qui tient pour une part à l'environnement de marché sur lequel je ne souhaite pas m'attarder puisque c'est pas dans ce domaine qu'on pratique le plus d'analyse. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le marché a un très très fort momentum autour de certains thèmes et notamment les thèmes, vous les avez identifiés. Il y a les thèmes de l'inflation, il y a le thème des pénuries aussi diverses et variées sur les matières premières, sur les composants, etc. Donc, je ne me prononcerai pas particulièrement sur ces thèmes-là. Je préfère me prononcer sur les sociétés qui sont en portefeuille. Donc, parmi les bonnes performances, les grosses contributions, donc on a quelques éléments de satisfaction, donc c'est au 31 mars. Le secteur des SS2I reste extrêmement porteur, avec une demande très très ferme. On le voit dans les carnets de commandes depuis un bon moment. Donc, on reste sur une tendance solide, très forte, donc qui est porteuse de revalorisation boursière. C'est le cas de Capgemini, dont les ratios se sont un petit peu inflatés et qu'on a un petit peu réduit en portefeuille. Et puis c'est très prometteur pour Sopra, qui reste extrêmement en retard par rapport au secteur et pour des raisons qui pour nous ne sont pas valables. Une autre satisfaction, c'est de voir Stellantis dans ce top 5 des contributions, puisque c'est un investissement qu'on a pratiqué en juin de l'an dernier dans un secteur qui n'est pas notre secteur de prédilection. En revanche, ça correspond bien à notre process du fait de la création de valeur qui est générée par le rapprochement avec FCA. Et puis également Sodexo, qu'on a entré peut-être un petit peu tôt, à partir d'avril de l'an dernier, et qui est extrêmement contributif désormais. Voilà, parmi les points négatifs, et qui expliquent finalement mécaniquement le retard, on peut noter Alstom, qui a un gros poids. Donc le point négatif, qui a quelques éléments de news flow qui sont en train de se résorber. Et puis également, je dirais corrélativement à la fusion avec Bombardier,
on a constaté des reclassements de participation, notamment de Bouygues. Et puis, on va avoir devant nous encore les reclassements de Bombardier, qui portent sur des petits montants de capitaux. C'est à peu près 3%, tout comme le dernier placement de Bouygues. Et Bouygues va continuer à replacer son capital. Donc, on a 6% à peu près de reclassement devant nous. Ce qui fait que forcément, le titre est un peu coiffé. Donc, c'est des éléments qu'on avait en tête. On essaye de piloter au mieux la ligne Alstom pour en tirer profit, puisqu'ensuite, on aura un capital qui sera relativement stable, avec un actionnariat stable. Et donc, les bonnes tendances qui sont à l'œuvre chez Alstom devraient se matérialiser. Il nous reste la publication de résultats annuels à attendre, qui aura lieu début mai. Et peut-être un petit peu de nettoyage de compte de Bombardier, même si il y a déjà eu du ménage de fait. Donc, on reste très confiant sur la ligne. Corian, qui également bouge très peu et qui pèse pour des raisons relativement peu identifiées, sur lesquelles Stéphane pourra revenir dans une slide spécifique. Atos qui a un petit peu déçu dernièrement, et bon, on est plutôt rassuré sur les dernières nouvelles qu'on a, puisqu'il n'y a pas d'impact cash sur les problèmes de comptabilisation d'une filiale aux USA. Je les passe tout en revue, hein. AB InBev, donc qui pèse aussi un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater, quand on écoute les conférences de présentation de résultats et les questions des analystes, ce qui est assez intéressant, c'est de voir une capacité très très faible de projection sur la société, qui, en termes de taux de marge, se dégrade un peu, mais c'est tout à fait logique, puisque le mix produit, tout comme le mix distribution, a fortement évolué du on-premise au off-trade, c'est-à-dire au circuit domestique, consommation à domicile, et évidemment, c'est pas le même mix produit, c'est pas le même mix distribution, donc le taux de marge baisse, alors que les volumes se tiennent plutôt très très bien avec des faibles reculs. Il y a donc c'est un cas que vous connaissez, qu'on a entré très très fortement à partir de septembre, octobre et novembre 2019, qui a évidemment fortement contribué à la performance de l'année écoulée. Donc c'est un cas qui est en digestion et pour lequel on garde un TRI tout à fait acceptable au regard de sa pondération. Slide suivante, si on prend un petit peu de recul, pourquoi nous ne sommes pas pleinement satisfaits, vous le verrez assez facilement, puisque le fonds, en fait, quand on regarde le graphique, a parfaitement respecté, je dirais, les caractéristiques qu'on lui connaît et qu'on cherche à lui donner à travers notre travail, c'est-à-dire une très très forte surperformance au moment du gros drawdown de l'an dernier à mi-mars 2020, puisqu'on avait à peu près 6 ou 7 points d'avance. Ce qui était assez conséquent. Et puis, c'est un écart qu'on a réussi à très très bien capitaliser, puisque jusqu'à fin septembre, on a remonté un tout petit peu plus fort que nos indices. Donc, c'était très très bon. Et puis, ce très beau parcours a été terni par un mois d'octobre qui n'a pas été complètement récupéré. Donc, le mois d'octobre, de mémoire, l'indice baissait d'à peu près 4, on a baissé de 7, donc ce qui est très rare pour nous de sous-performer un mois négatif. Donc, plusieurs facteurs étaient explicatifs, vous pouvez les retrouver dans nos reportings de l'époque. C'était notamment le secteur de la pharmacie sur lequel on peut revenir, sur lequel on a à peu près 10% de pondération sur le secteur des laboratoires et qui pèse en raison de nouvelles sectorielles en provenance des US qui sont censées être négatives, mais sur lesquelles on a peu de visibilité. Et puis des cas plus identifiés, tels que Sopra, qui continue d'être très très en retard, comme je le disais, et d'où notre forte pondération. SAP, dont je disais qu'on pourrait quand même récupérer une partie de ce qu'elle avait perdu. Et là, les annonces d'hier le tendent à le montrer. Et puis Corian, donc Stéphane va nous prouver qu'on doit garder la ligne. Donc Thomas me fait avancer en fait un petit peu plus vite puisque je devance. Donc je suis en train d'expliquer un petit peu les contributions. Alors,
Juste, non, si tu peux juste nous remettre, et après on va y aller Thomas, mais juste nous remettre. Après, évidemment, après le mois d'octobre, on a eu un mois de novembre très, très en hausse avec les nouvelles de vaccins. Et là, le fonds s'est comporté comme souvent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas suivre des rythmes de progression de l'ordre de 19-20. On n'a pas démérité, on était à peu près à 15. Donc, on a consommé un petit peu de notre avance. Et on a reconsommé également en février jusqu'à quasiment l'épuiser puisqu'on est à l'étiage sur la part A. Mais pour nous, on a toujours des cas d'investissement qui rentrent tout à fait dans nos critères d'exigence. Donc en slide 16, on est allé un peu au-delà des contributions absolues. On a voulu regarder les contributions à l'alpha, ce qui est plus précis et plus parlant finalement. Donc comme on le disait, donc à droite, hein, on a des motifs de satisfaction puisqu'on a rentré de nombreuses nouvelles lignes. Donc à partir du 18 février, ça représente 14% du portefeuille. Elles sont contributrices en absolu et en alpha. On a aussi notre top 5 qui est profitable en absolu et en alpha. Alors, on a un retard d'alpha sur lequel on reste confiant. Donc, les pharma aujourd'hui, pour nous, sont les vrais value. Alors, on parle beaucoup de value. Finalement, on reparle un petit peu de cyclique. Vous avez dû le constater. Donc, ça fait 2 ans qu'on dit que les values sont des cycliques. On commence à dire que ce sont des cycliques. Bon, pour nous, les vrais values, c'est les pharma. Hein. On est entre 9 fois et 11 fois les profits. Il y a très, très peu de projections sur ces sociétés, alors qu'on a des cas spécifiques très intéressants. Donc, on a aussi Coriant, on en a beaucoup parlé. Puis, on avait des situations plus spécifiques qui ont pénalisé notre alpha ou Eneo. Pour mémoire, une OPA en fin d'année 2019 qui se clôture de manière non successful, sans succès, en février 2020, et donc forcément il y a eu un reflux du prix. Et puis j'en parlais tout à l'heure, donc SAP, un réel impairment. C'est toujours difficile de dire un réel impairment, surtout sur une société comme SAP qui dans l'absolu va très très bien. Ce que je pensais sur SAP, c'est que il y avait un sujet forcément de gouvernance qui se traduisait par des projections un peu trop agressives. Elles ont été rebasées. Je pense qu'elles sont beaucoup plus réalistes. Je pense qu'on a un plancher de projection de résultats sur lequel on peut s'appuyer. Et aujourd'hui, on voit que voilà, le début d'année va être très très fort, ce qu'ils ont annoncé hier au soir. Donc, Real Impairment, c'est toujours sujet à question. Est-ce que c'est un portage un peu plus long? Bon, sur SAP, c'est un petit peu fort comme terme. Et puis sur AK, on a abandonné la position pour l'instant parce que je pense que le titre avait un petit peu ré-raté. Nous, on était rentré au moment d'augmentation de capital. On a pris nos profits et on pense qu'on peut être un petit peu plus exigeant sur le prix. Mais ce faisant, pour l'instant, on a fait un impairment, comme on pourrait dire. Donc, ce qu'on voit dans les graphiques, hein, contribution à l'alpha, en fait, c'est le deuxième graphique sur le bas, c'est assez simple. On voit effectivement que nos lignes importantes sont bien contributives à travers notamment LVMH, Capgemini, les entrées. Ça, c'est très, très satisfaisant de voir que nos entrées sont contributives. Surtout, comme je le disais, qu'elles ne sont pas forcément au cœur d'univers. Donc, ça veut dire qu'on sait être structuré, se déstructurer pour aller chercher des choses différentes. On sait aussi se déstructurer en allant sur quelques IPO, alors de manière assez timide et prudente, mais qui ont été contributives. Je l'ai dit par le passé, on sait estimer un potentiel d'IPO sur certaines sociétés, même si on n'a pas le temps de mener toutes nos diligences, on règle ce risque avec des pondérations plus faibles. Donc, comme évoqué tout au long de la présentation, on voit les pharma qui sont négatives, hein, qui sont en retard. Pour nous, on a toujours des cas d'investissement intéressants. On a Coriant, AK dont j'ai parlé, ou Eneo SAP. Donc, on a fait le tour. Et finalement, on explique avec quelques cas, finalement, ou quelques expositions sectorielles, notre retard d'alpha. Ce qui est intéressant, quand on parle de retard d'alpha, ça veut dire qu'on est prêt à tenir les positions. Et que si on est prêt à tenir les positions, ça veut dire que pour nous, on a un TRI qui est satisfaisant et qui remplit nos critères, c'est-à-dire des TRI de l'ordre de 10%.
Donc les principaux mouvements, on en a fait plus que d'habitude, hein. Donc je les ai évoqués un petit peu au fil de l'eau. Dans le secteur de l'industrie, qui a un petit peu, qui est resté stable, qui a un petit peu baissé, on a fait un petit peu de rotation, donc notamment autour de Stellantis et de Kion. Le secteur de la santé, alors ça dépend comment on le prend. On a une forte progression avec Genstore qu'on avait rentré et pour l'instant un petit peu de déception autour de Roche, UCB notamment, et Qiagen qu'on garde pour des raisons spéculatives sur le secteur, puisque le secteur du diagnostic bouge énormément. Bon, sur l'IT service, pas grand-chose à signaler. Les biens de conso, comme je le disais, il y a une nouvelle catégorie de titres qui est arrivée, c'est les sociétés qui ont passé le crash test du T2 2020 de manière inespérée. On n'aurait jamais pu prédire à l'avance qu'elles avaient des qualités aussi fortes. C'est le cas de la Fnac qui vraiment a fait une année exceptionnelle et qui, à mon avis, mérite un des ratings. Donc, ça reste des petites lignes puisque c'est une small cap. On en a 0,7 points. Et puis les services, on a beaucoup progressé, ce dont je parlais. Sodexo est rentré et Bureau Veritas était une entrée de tout début d'année, donc avant le 18 février 2020, et qui a été renforcée aussi au fil de l'eau, puisqu'on estime que la cyclicité qui lui a collé ne correspond pas à la réalité de ses activités. Et puis, je prendrais l'immobilier commercial, dont on était totalement absent. C'est un secteur auquel on s'intéresse particulièrement, puisque c'est un secteur de financement, donc relativement peu de valeur ajoutée. Sauf que, donc ce qu'on avait dit au cours de notre conférence du 3e trimestre de l'an dernier, notre avis était assez clair sur le sujet avant même que de se prononce Xavier Niel sur le sujet et n'entre au capital et dans la gouvernance du groupe. On estimait qu'il n'y avait pas besoin d'augmentation de capital et que les financements n'étaient pas taris sur ce genre de société, juste un petit peu plus onéreux. Et donc, on avait aussi continué à renforcer notre ligne à ce moment-là. Donc, je peux laisser quelques instants à Stéphane pour évoquer le CAC Orient, puis ensuite on ira rapidement sur le fonds alpha. Oui, on avait détaillé en janvier dernier le cas d'investissement. Donc, l'idée, c'est plutôt de revenir sur quelques éléments essentiels. Comme le disait Fabrice, en fait, le titre ne fait rien depuis le début de l'année. Il accuse même une baisse de 24% depuis février 2020, quand le CAC Tradable progresse de plus de 2%. Donc, un retard très, très important. Et pourtant, le groupe a fait preuve de résilience sur l'année 2020. La croissance organique est ressortie à 2%. Le niveau de rentabilité est resté très satisfaisant avec une marge EBITDA avant prise en compte des loyers de 24,7% contre 26,2% en 2019. Le groupe a bénéficié de plusieurs éléments de compensation. Pendant toute cette période, finalement, Korian a poursuivi sa stratégie d'acquisition. Récemment, ils ont acquis des cliniques psychiatriques en Espagne. Donc, c'est un métier sur lequel le groupe souhaite se positionner. Ça vient compléter l'acquisition qu'ils avaient fait en fin d'année passée avec Icinea. Donc, c'est des métiers à plus forte valeur ajoutée que les EHPAD. Donc, à terme, le mix devrait progresser. Donc, le groupe a donné plus ou moins des guidance sur 2021. Voilà, c'est plutôt off, mais ils nous disent clairement que la croissance organique va repartir sur des niveaux de 5%. En publié avec le jeu des acquisitions, on sera plutôt sur du 8-9 et que les marges vont progressivement revenir à celles du niveau de 2019. Donc, finalement, le groupe a passé la crise sans encombre et on se retrouve avec une société qui s'est plutôt renforcée par rapport à son périmètre de 2019. Donc voilà, on a toujours nos repères de valorisation. Pour rappel, en fait, on valorise ce type de groupe en séparant la partie immobilière de la partie opérationnelle. Donc la partie immobilière, c'est la partie bilancielle qui est valorisée par des experts tous les 6 mois. Et donc pour la partie opérationnelle, on considère un EBITDA corrigé des loyers hypothétiques que verserait le groupe à la foncière s'il externalisait 100% de son immobilier. Et donc, on applique un rendement de 4,5%, qui est un rendement assez classique. Et on se rend compte avec
ce type de valorisation que la capitalisation boursière de Korian implique une décote du multiple valeur d'entreprise EBITDA corrigé de 35% par rapport à Orpea, ce qui nous paraît énorme. On avait fait ce même exercice en janvier, la décote était plutôt de l'ordre de 30%, donc elle s'est même accrue au cours des dernières semaines. Ça nous paraît absolument pas justifié parce que les deux groupes ont des profils assez similaires en termes de performance financière. On peut même dire que Korian a fait mieux qu'Orpea l'année passée en termes de croissance organique. On a regardé également l'aspect ESG, parce que c'est un sujet assez important pour les groupes d'EHPAD, évidemment. Donc, on a plutôt des bonnes surprises en ce qui concerne Korian, en tout cas sur la partie gouvernance et sur la partie environnement. Le groupe est plutôt mieux noté qu'Orpea de manière générale. Sur la partie sociale, les deux groupes ont une note relativement similaire. C'est certain que c'est le critère qu'on va scruter le plus parce qu'on parle de société de services avec des effectifs importants. Et on a bien vu que la crise mettait en exergue des difficultés de recrutement. Donc là, il y a des sujets d'amélioration pour Korian, notamment en ce qui concerne le taux de rotation du personnel qui reste élevé, 22,3%. Il est relativement similaire pour Orpea. Un taux de formation de l'effectif qui est de l'ordre de 50%, qui nous paraît encore insuffisant. Et puis un manque de transparence concernant les effectifs qui sont intérimaires, qui représentent une partie assez importante du groupe, 30%. Sur ce sujet, Orpea fait mieux avec des effectifs intérimaires qui sont plutôt de l'ordre de 20-22%. Donc voilà, donc on reste confiant. Pour nous, il n'y a absolument pas de raison que Korian décote autant par rapport à son comparable plus direct. Et on a un objectif de cours de 43 € à horizon 24 mois. Cet objectif, il est calculé de manière assez simple. Donc on garde cette méthode opérationnelle et immobilière en appliquant un multiple d'EBITDA corrigé de 12 fois, en comparaison des 9,2 fois, ce qui nous paraît payer 12 fois la partie opérationnelle ne nous paraît pas hallucinant sur un acteur comme Korian. Voilà, donc ça nous donnera un objectif de cours de 43 € à horizon 24 mois, et donc un TRI de 15%. Merci Stéphane. Donc quelques mots sur Multicap Alpha. Donc comme vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes familiers de ce fonds. Donc c'est un fonds qui est éligible au PEA et qui en fait bénéficie de notre expertise sur le stock picking action et auquel on a en fait ajouté une politique de couverture très processée. Donc, au final, c'est un fonds en termes de performance qui, depuis la création, affiche un niveau de performance annualisé de plus de 5%, 5,26, avec une volatilité relativement maîtrisée de 6,75%. Donc, la méthode est simple, on reprend toutes les idées d'investissement générées par Multicap et on a une politique de couverture donc, indicielle extrêmement simple. Donc, c'est du futur CAC. Donc, la couverture, elle a pour avantage d'être liquide, simple, peu coûteuse et effectivement sans risque spécifique. On peut dire que c'est une méthodologie long short, sauf que on n'a pas le risque spécifique lié à des paires de titres que nous formerions et qui embarqueraient dans le short un risque spécifique. Donc très simplement, pour revenir sur la méthode de manière schématique, on a un premier niveau de couverture qui est dicté par le niveau de marché. Donc on a des parités de recouverture et découverture en fonction du niveau de marché. Le principe est très très simple, plus le marché monte, plus le fonds est couvert, et plus le marché baisse, plus le fonds est exposé. Le second niveau, c'est un niveau de, je dirais, de maîtrise de risque en fait supplémentaire, c'est en fait de cristalliser sur une fréquence annuelle la surperformance qui est réalisée, avec aussi des parités. Donc quand le stock picking, la partie longue est surperformante, on désexpose de telle sorte à rendre la performance cristallisée et être la plus immune possible à une quelconque variation de marché. On a toujours des actions qui visent à solidifier la performance du stock picking, se protéger du marché. Et je dirais tout ça, on le fait avec une partie longue qui elle-même
est très protectrice, puisque comme vous l'avez vu, elle a tendance à amortir les baisses, avec le drawdown qu'on a pu voir en 2020. Donc c'est un produit qui au final offre une performance tout à fait intéressante en absolu, hein, puisque 5% annualisé sur les 7 dernières années, c'est relativement intéressant, avec un niveau de stress qui est tout à fait acceptable, avec des volatilités qui sont de l'ordre de 6%, qui ont un petit peu monté, évidemment, on était plutôt à 6%, voire en dessous auparavant, et forcément l'année 2020 a contribué à monter un petit peu la volatilité de ce fonds. Donc c'est un produit intéressant à moyen terme et à moyen long terme, mais aussi quand nous sommes en phase d'incertitude, donc vos propres scénarios de marché, si vous en avez, ne sont pas très sereins. Il y a aussi une autre situation, quand le stock picking est en retard d'alpha, c'est toujours intéressant d'aller capter ce moteur qui va être alimenté par le rattrapage d'alpha. Donc en termes de performance, en fait c'est le reflet de la partie longue, hein. Nous sommes en retard, comme je disais tout à l'heure, sur la partie longue. Donc ça se voit automatiquement dans le fonds alpha, puisque le principe est très simple. On est investi à quasiment 100% dans le stock picking, donc dans la partie longue, et puis on a une couverture qui est ajoutée. Donc en fait, mécaniquement, on va capter 100% de l'alpha, qu'il soit positif ou négatif, et on va capter l'exposition qu'on a au marché. Donc aujourd'hui, on est à peu près à des niveaux de 30-35% d'exposition, donc c'est ce qu'on va capter du marché. Donc si vous regardez sur les histogrammes à droite, ce qu'on va capter du marché, notre indice au 31 mars faisait 8, on avait de la couverture à 5, donc notre exposition était relativement faible, on est autour de 30, donc on va capter 3 points qui va être lié au marché, mais comme on a un alpha qui est négatif, ça se somme et la contribution marché du fait de cette exposition qui est relativement réduite du fait des niveaux d'indice fait qu'on est légèrement négatif, et puis on a une couche résiduelle qui est composée à la fois de frais de gestion. Alors je vous rassure, on n'a pas un point de frais de gestion sur le trimestre. Ce sont des données arrondies, et puis il y a un petit peu de frais de couverture quand même, parce que même si c'est pas coûteux, il y a quand même un petit peu de frais. Et donc, on a eu la performance qui est celle d'Alpha, qui est de moins 1,8%. Après, je le rappelle, une excellente année 2019, qui n'était pas extrapolable et qui avait montré une performance proche de 10% sur ce fonds. Donc, on pourrait prendre un petit peu plus de recul, comme je disais tout à l'heure. Sur un an, finalement, le fonds remplit son contrat, hein, puisque on est 18,02 2020 au 31,03 21 à plus 5,1%. Donc, ça nous satisfait pleinement. C'est l'objectif qu'on se donne pour ce fonds, faire 5% de manière la plus régulière possible. C'est une très forte ambition, puisque pour faire 5%, il faut compter sur des marchés qui progressent régulièrement de 7-8%, avec une exposition moyenne de 50%, ça ferait 3 à 4 points, et puis faire de l'alpha de telle sorte à passer le cap des 5%. Donc c'est une ambition qui est très élevée, qu'on arrive aujourd'hui à rencontrer, à faire, à produire. Donc on en est satisfait, et voilà, on aimerait avoir de plus en plus d'adeptes sur ce fonds qui, selon nous, est un très bon produit. En conclusion, donc on rappelle toujours dans notre philosophie que nous sommes indépendants, donc ça pourrait virer à l'obsession, mais c'est pas le cas. Donc on a cette fameuse liberté en fait de fabriquer notre savoir et notre mode d'action dans un espace-temps, dans un temps qu'on maîtrise. Donc ça c'est très important, parce que en début d'année, quel est l'espace-temps du marché? Très rapidement, c'est un temps de momentum. Donc nous on n'est pas dedans. C'est pas très grave. Il faut juste qu'on soit sûr de ce qu'on a dans notre fonds et d'estimer qu'on a des TRI qui, de manière intrinsèque, sans parler de prime de risque, hein, je ne parle pas de hausse de multiples ou d'accompagnement du marché,
qui fasse 10-15%. Vous l'avez vu pour les plus fortes TRI, Corian, ça peut être 15, Sopra, ça peut être 15 et plus, Alstom, ça peut être entre 10 et 15. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et sans hausse forcément de multiples, alors sur Corian, évidemment, on milite pour une hausse de multiples puisqu'ils sont extrêmement faibles, à 9,5, de même que sur Sopra, donc à peu près autour des mêmes multiples, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement fondamental. Mais globalement, ce sont des revalorisations intrinsèques qui sont liées à la hausse des résultats qui n'est pas prise en compte et donc qui confèrent à ces titres, outre un TRI absolu de l'ordre de 10-15%, une capacité à accompagner le marché par ailleurs. Donc, je viens de l'illustrer, hein, notre méthode, c'est une méthode absolue. On traque les ruptures et on cherche des rendements absolus de l'ordre de 10%. Donc, le track record, je pense que vous connaissez à le connaître. On a une longue expérience pour ma part. Je vais terminer ma 15e année de gestion. Donc, mon track est tout à fait visible et lisible. Sur les deux fonds que je gère avec mon équipe, Kiaro Multicap, c'est 10,5, comme on le disait, sur les 7 dernières années. Si on ajoutait le track précédent, je crois qu'on serait à peu près du même ordre. Si je ne me trompe pas, on serait autour de 10% sur près de 15 ans, donc avec des années qui englobent la crise de 2008. Ça, c'est très, très important. Voilà, avec une volatilité toujours inférieure au marché de l'ordre de 15% à peu près. Une multicap alpha, donc une performance régulière autour de 5% avec une volatilité autour de 6%. Voilà, donc on renouvelle ce que l'on dit, ce qu'on a toujours dit, ce qu'on continuera à dire. C'est notre objectif qui est en lien avec notre méthode, qui elle-même est inchangée, et d'obtenir toujours ce rendement qui finalement est supérieur à celui constaté sur la durée sur les marchés européens, qui est de l'ordre de 10%. Voilà. Donc, si vous avez des questions, peut-être rappeler la méthode pour les poser. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet à droite. On sera ravis d'y répondre. Peut-être un mot hein, sur les référencements des fonds. Effectivement, tous nos fonds sont référencés sur les plateformes d'assurance vie et tous nos fonds sont PEables. C'est important pour nos amis CGP. On est évidemment à votre disposition puisqu'on est à votre contact très régulièrement à travers notamment Mégane Paschini et Philippe Blaise. Et on sera présent à Patrimonia dans quelques mois. Alors, première question, effectivement, sur Kiaro Multicap Alpha. On nous demande la fourchette d'exposition au marché du fonds alpha. Peut-être rappeler des éléments historiques en expo-net et également en bêta ajusté. Ouais, on peut donc en expo-net historiquement. Juste pour information, ce genre de fonds, je le gère depuis 2011 et je gère depuis 7 ans donc cette stratégie. Mes expositions ont toujours été entre, j'aurais dit 65 et 35 il y a un an et on est tombé à 29-30 au plus bas avant la crise du Covid. Donc tout ça est lié au niveau de tout ça est lié en fait au niveau du marché. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Après, on approche des 30%. Souvent, on réduit un petit peu nos parités de couverture quand le marché monte. Donc, pourquoi? Parce que en fait, on approche très très fortement notre niveau de bêta qui est de l'ordre de 0,8. Et donc, si on continuait à recouvrir aussi fortement, on pourrait aller assez vite dans une zone de short net, ce qui ne nous intéresse pas pleinement. Peut-être question suivante. On a une question sur Atos. Si le titre demeure une conviction de moyen terme, alors pour rappel, on a environ 2% du fonds dans Atos. Bonjour Olfa. Donc peut-être quelques éléments sur Atos qui n'est pas une énorme conviction, sinon elle serait dans le top 10. C'est une société que j'apprécie
moyennement en positionnement industriel. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que cette position a été notamment fortement construite dans la grosse veste du marché, puisqu'il y a eu des très très gros excès en mars. Donc je dirais de mémoire que la moitié de la position a été construite à ce moment-là. Donc pourquoi j'aime moins par rapport à des sociétés telles que Sopra ou Capgemini, c'est du fait du positionnement qui est beaucoup moins intégration, donc et qui est beaucoup plus infogérance, sur lequel il y a toujours eu des sujets à la fois capitalistiques et de concurrence. Voilà. Sinon, sur les problèmes, les réserves qui ont été émises par les commissaires aux comptes sur la comptabilisation de chiffre d'affaires de Atos. Donc ça, c'est un problème qui est d'ailleurs corrélé complètement à la nature de leur activité. Et c'est aussi pour ça que j'aime moins, de la même manière que j'aimais moins un Steria qu'un Sopra, et qui a donné lieu d'ailleurs au moment du rapprochement à des ajustements comptables, puisqu'il y a toujours des sujets sur la reconnaissance de chiffre d'affaires sur des contrats de long terme. Donc, le problème aurait pu être de quoi on parle, hein. On parle de 11% de chiffre d'affaires sur lesquels les commissaires aux comptes ont émis des réserves, et ça représente 9% du résultat opérationnel. Ça aurait pu être, la sanction était très très forte, elle était au-delà des 11% de chiffre d'affaires, donc on peut se poser la question de savoir pourquoi ça va au-delà. Si on raisonne purement rationnellement, ça pourrait être rationnel si il y avait des pratiques comptables qui auraient mis à mal en fait le free cash flow, et que les niveaux de free cash flow n'avaient pas été justes, sachant que ça fait écho à une note qui avait été publiée il y a quelques années sur le niveau de free cash flow de Atos. Donc ça aurait pu être cette crainte. Manifestement, cette crainte est infondée. Les niveaux de correction de chiffre d'affaires vont être peu matériels, et peut-être même, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe Thomas, on pourrait plutôt avoir un taux de marge qui pourrait même progresser. Je vais peut-être laisser Thomas qui a particulièrement diligenté sur le cas. Peut-être, je vais être assez précis, Fabrice parle de 11% de chiffre d'affaires. Il faut bien comprendre ce qui a été mis en question, c'est la revente de licences. Par exemple, si vous installez SAP chez un client, vous vendez la licence SAP, et normalement, vous ne rentrez que la marge que vous faites dessus. Par contre, si vous mettez un SAP un peu transformé et autre, vous rentrez le chiffre d'affaires, la vente de la licence en chiffre d'affaires, vous mettez le coût de la licence et votre marge après en dessous. Donc c'est pour ça qu'en fait, la marge ne bouge pas, ce qui a bougé, c'est le chiffre d'affaires. Au final, quand on parle des 11% de chiffre d'affaires mis en question, c'est donc sur les ventes de licences et de hardware qui représentent grosso modo dans le groupe, c'est 8% de chiffre d'affaires global. Donc si on prend ces 11% mis en question sur la filiale, 8% touchés, et qu'on dit qu'il y a 50% qui ne doivent pas être là en chiffre d'affaires, au final, on parle d'impact de chiffre d'affaires de 0,2 ou 3%. Donc c'est pas matériel. Donc nous, c'est plutôt ce qui nous rassure à ce niveau-là. Et après, le contexte fait qu'il y a eu, pour rappel à tous, il y a eu l'annonce d'acquisition potentielle de DXC aux US, qui a un peu pesé parce que tout le monde se disait tiens, Atos, on a fini avec les grosses acquisitions, là peut-être ils vont en faire une, donc on ne sait plus trop où on est. Il y a cette annonce-là qui fait écho justement à ce que disait Fabrice, qui était une note il y a 3-4 ans sur la véracité du free cash flow. Donc ça crée beaucoup de tensions. Après, nous, on en arrive à, même si ce n'est pas la société qu'on préfère en termes de positionnement en tant que tel, on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont assez bas, avec à l'intérieur, on n'en a pas parlé, mais une partie cybersécurité qui aujourd'hui, si on devait la spin-offer, parce que la mode est au spin-off, pas qu'Atos va le faire, mais voilà, la mode est au spin-off, la création de valeur. Si un activiste voulait rentrer dans Atos et spin-offer la partie cybersécurité, on serait sûrement sur une relation juste de cette partie qui serait pas loin de la capitalisation actuelle d'Atos, qui, pour rappel, depuis la vente de Worldline, n'a plus de dette. Donc, on est sur un groupe qui, au final, n'est pas le best in class dans les ESN et les SS2I, en revanche, qui a pâti d'un momentum et d'un peu d'une tragédie autour de son histoire qui a pesé sur le cours, mais on pense qu'on a des supports assez solides. Donc, au final, c'est sans être top 10 qui reste aujourd'hui au portefeuille. Oui, alors, Thomas m'a interdit de la vendre. Interdit de la vendre. Donc, non, j'étais plutôt à vouloir l'alléger, en fait, sur la zone des 70 €. Mais voilà, c'est toujours c'est pour ça que c'est un cas à 2% et pas un cas à 8%, parce que il n'y a pas quand on parle dans notre triptyque de rupture solidité, on n'a pas
et solidité, on l'analyse au regard du positionnement. On n'a pas cette solidité aussi grande. Alors, la solidité est forte au plan bilanciel. Hein, c'est un groupe qui est complètement désendetté, qui fait du cliquage, etc. Mais on n'a pas ce positionnement qui nous permet d'extrapoler de la croissance. C'est un groupe qui fait beaucoup moins de croissance. Donc, ça reste une ligne qu'on travaille beaucoup plus sur le prix que sur des attentes très fortes de croissance, mais avec des actifs stratégiques, comme le disait Thomas, qui peuvent aussi apporter un incrément de valeur s'il y avait une restructuration. Question suivante, notamment sur Corian. Donc, il y a un gros poids dans notre portefeuille puisqu'il a intégré depuis assez longtemps le top 5. Pourquoi le marché maintient cette décote? Stéphane parlait effectivement d'une décote autour de 35% sur la partie opérationnelle par rapport à Orpea. Est-ce que c'est pour des raisons de gouvernance ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Oui, il faut avoir en tête, en effet, il y avait quand même toujours présenté une décote par rapport à Orpea, qui n'était pas au niveau actuel de 35%. Mais cette décote a plusieurs origines. Disons, voilà, c'est vraiment un cas d'école. On va comparer deux groupes qui ont eu un développement assez différent. Orpea, c'est une société familiale à l'origine qui a été fondée par le docteur Marian et qui s'est toujours développée de manière assez structurée pour faire des acquisitions plutôt bolt-on. Donc, ils ont vraiment fait un maillage territorial assez précis. Ils se sont développés beaucoup dans les soins de suite et de l'adaptation, dans les cliniques psychiatriques qui sont des marchés à plus forte marge, celui des EHPAD. Ils ont eu un développement international qui s'est fait progressivement. Voilà, aujourd'hui, ils sont présents dans beaucoup de pays et ils ont une politique immobilière très prégnante assez tôt, en fait. Orpea a décidé assez rapidement de profiter de la baisse des taux pour détenir une grosse partie de son parc immobilier qui est de l'ordre de 50% aujourd'hui. Et Corian, on a un développement qui est très différent. En fait, les origines des deux groupes sont vraiment différentes puisque Corian, c'est né de la fusion de plusieurs grands groupes. Voilà, de maisons de retraite. À l'époque, il y avait Mekidet. Donc, ils ont fusionné avec plusieurs grands groupes ont fusionné entre eux pour donner naissance à Corian. Et ils ont fait des acquisitions de grande taille, notamment en Allemagne. Ils ont payé cher certains actifs dans le passé. Voilà. Donc, si vous comparez le goodwill de Corian à celui d'Orpea, il est plus important. Donc, voilà, on a vraiment ce développement différent. Donc, en termes de gouvernance, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas de sujet parce que le management de Corian est en place depuis pas mal de temps maintenant. Il est assez stable. Il y a une indépendance du conseil d'administration, du comité exécutif. Donc, il n'y a pas de sujet en termes de gouvernance. Et la stratégie de Corian, elle reflète plus une stratégie un peu plus similaire à celle d'Orpea aujourd'hui, c'est-à-dire aller vers des métiers à plus forte marge et détenir une partie de son immobilier de manière plus importante. C'est aujourd'hui à peu près 25%. Il y a encore 2-3 ans, on était plutôt autour de 15% sur la partie immobilière détenue par Corian. Donc, pour moi, la décote devrait se réduire. Il y a aussi une question de liquidité. Voilà, c'est clair, on a un flottant chez Corian qui est plus faible, donc avec une structure actionnariale aussi qui est moins sur des fonds large cap que sur des fonds mid cap. Donc, voilà, il y a plusieurs éléments qui expliquent une décote, mais cette décote devrait être de l'ordre de 10-15% et non pas des 35%. Question suivante. On a effectivement connu une rotation sectorielle assez forte. Récemment, il y a certains segments comme les valeurs de la transition verte ont plutôt baissé. Est-ce que on a des nouvelles valeurs qui sont rentrées dans le portefeuille, peut-être des IPO ou autres, et quelles valeurs on est en train de regarder, quel secteur on regarde? Okay. Merci pour la question, c'est une excellente question, puisque en fait, je dirais, parmi tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il y a deux choses. Effectivement, il y a la rotation qu'on connaît, qui pourrait être, qu'on pourrait dire de classique en fait, hein. Et puis, il y a l'émergence probablement d'une nouvelle grande tendance qu'on pourrait même qualifier de révolution, c'est sur la partie verte.
Donc pourquoi? Alors ça, c'est un secteur qui nous intéresse désormais. On peut pas, ça n'a rien à voir avec là pour le coup la rotation en tant que telle, hein, puisqu'on connaît les titres, etc. Là, il peut y avoir l'émergence de nouveaux acteurs. Il y a forcément des flux monétaires importants qui vont se déverser sur certains acteurs, donc il convient de faire un travail de mapping qui passe par une compréhension de cette transition, de ce que ça va impliquer dans les différentes chaînes de valeur, sur les acteurs qui existent, sur les acteurs qui pourraient apparaître, essayer évidemment d'avoir une idée des valorisations, notamment sur des pure players qui apparaissent, sur lesquels on peut voir des niveaux de valorisation un peu iconoclastes. Et donc j'ai demandé à Thomas, qui en fait est le plus proche de ces sociétés, puisque Thomas est spécialisé en particulier sur la société industrielle, bien d'équipements qui peuvent recouvrir toutes les sociétés qui se rapprochent du secteur électrique, sur lesquelles il y a forcément des retombées du fait de l'émergence de plans extrêmement forts et d'intentions d'investissement fortes, tant de la sphère publique que de la sphère privée. Donc, je vais peut-être laisser dire quelques mots à Thomas, qui a commencé à une veille, je dirais, puis un premier mapping sur le secteur. Oui. Alors déjà, il y a plusieurs, dans la question, vous demandez si on commence à regarder des lignes et ça. Pour rappel, une ligne comme Schneider, c'est une ligne qu'on a rentrée il y a 2 ans et demi, voilà, qui est rentrée grosso modo sur ce genre de problématiques sur l'énergie verte. La question qui se pose derrière ça, c'est qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup d'annonces. Il y a une volonté politique aujourd'hui qui n'existait pas auparavant, et notamment qui se traduit par beaucoup de capex prévus, et donc beaucoup d'aides et autres. Et donc, tout le monde s'engouffre un peu tout ça. La question après, c'est qu'il faut faire le triangle de tout ça. Donc, nous, on a fait un assez gros travail, je pense, sur tout ce qui est la compréhension de l'hydrogène, de tous les impacts et tout ça. Le point qui se passe après, c'est que vous parlez de la contraction qu'il y a eu sur les valeurs vertes. Aujourd'hui, c'est difficile de donner une valorisation sur ces valeurs-là avec une vision. Alors oui, vous pouvez prendre une vision à 10 ans. La question, c'est qu'aujourd'hui, quel va être le marché à 10 ans? C'est très compliqué de le voir. L'exemple qu'on a le plus parlant, c'est le solaire. Le solaire européen, à l'époque, ça devait être la marée verte. Et au final, tous les panneaux solaires aujourd'hui sont produits en Chine. L'Europe n'en a pas bénéficié. Et toutes les sociétés qui étaient vraiment en production pure de panneaux solaires ont globalement disparu, ont été vendues un peu à la casse. Une fois qu'on a fait ça, on essaie de comprendre où sont les forces en présence. Si je prends l'exemple de l'hydrogène, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de l'hydrogène aujourd'hui, c'est devenu sujet à la mode, avec certaines valeurs qui ont bien monté. Il faut garder en tête que l'électrolyse et la production d'hydrogène par d'électricité, ça fait 100 ans qu'on le fait à peu près, grosso modo. Donc, c'est des technologies qui ne sont pas nouvelles. Donc, en fait, aujourd'hui, on a vraiment une décision politique qui a amené cette folie autour de tout ça, enfin, cette dynamique, et qui crée aujourd'hui des valorisations sur lesquelles c'est compliqué de se prononcer. Mais ce qui est vrai, c'est que le phénomène ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, nous, là où on n'est pas partisans des modes, en revanche, là, on est quand même, je pense, sur une révolution industrielle assez forte. Une révolution autour de l'électrique. Ce qu'on regarde comme cas, pour revenir un peu sur votre question, sur les pure players, nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir des espèces limiter le degré d'incertitude. Donc, avoir des visions à 20 ans, boule magique et autres, c'est un peu compliqué. Après, on a quelques certitudes et souvent, on les retrouve dans les sociétés qu'on connaît. Un exemple, je vais prendre un exemple assez typique, ça va être une société comme Nexans, alors qu'on n'a pas en portefeuille. Mais l'exemple, c'est comme Nexans, c'est une société qui est là depuis longtemps, qui fait des câbles électriques, qui est bien en place, qui a un pricing. Aujourd'hui, le câble électrique, le pricing est plutôt à peu près sécurisé. Enfin, c'est pas quelque chose où un électrolyseur hydrogène, aujourd'hui, ça vaut 700 000 € du mégawatt. Est-ce que dans 10 ans, ça va avoir 200 000 et donc les marges des producteurs vont exploser? Enfin, la suppression, on n'en sait rien. Le câble, ça ne va pas diviser par 10. En revanche, si vous augmentez le volume de câbles, il y a de fortes chances qu'une société qui soit leader dans les câbles en vende un peu plus. Et sur des sociétés qui sont sur les productions de câbles, qui sont des productions plus fixes, il y a de fortes chances que ça finisse un petit peu dans la marge. Donc en fait, c'est sur des coups comme ça où on va vraiment se positionner. Enfin, j'ai pris l'exemple au début de Schneider. Schneider, la logique, c'est de dire on est dans un monde plus électrique, plutôt que de se dire on va produire plus de la verte, essayons déjà d'économiser ces produits et de ne pas la gaspiller. Donc typiquement, voilà, c'est des coups sur lesquels on va aller. Après, dire qu'on va aller fortement sur du grand nom, on va dire, du Neoen, du McPhy et autres, c'est pas forcément les sociétés sur lesquelles on va se centrer. On va garder notre approche, en fait, on garde une approche très
stock picking, très compréhension, force des sociétés et voilà, donc c'est plutôt comme ça qu'on va. En vrai, après, promettre les autres idées, on est quand même sur des investissements, enfin, l'Union européenne, ils annoncent des budgets d'investissement de 200-300 milliards sur les 10 prochaines années. Donc, ça va finir par se voir dans les sociétés existantes, en tout cas. En fait, on peut, pour répondre à la question vraiment de manière très pragmatique, oui, c'est un secteur qui nous intéresse. Donc, on va regarder les noms qu'on connaît déjà sous cet angle. On regarde aussi évidemment les nouveaux noms. Donc oui, c'est un nouveau secteur. Voilà. Donc là, c'est clair. Ce qu'on peut dire aussi, ce à quoi j'ai pu assister par le passé, j'en ai déjà parlé, c'est notamment au moment de la révolution numérique. Ce sont des acteurs. Alors évidemment, il y a quelques pure players qui apparaissent, qui sont toujours difficiles à discerner, parce qu'il y a beaucoup de morts dans le lot. Donc, la révolution numérique, par exemple, ça a créé un surcroît de croissance sur les CS2I qui est assez simple à constater. J'ai toujours dit que sur une société comme Capgemini, qui est quand même une société benchmark en Europe, on gagnait facilement 1 point de croissance organique. C'était assez important sur une société qui fait 3 points. Après, un autre élément de comparaison qu'on peut avoir, j'étais analyste à l'époque sur le secteur des fournisseurs d'accès Internet. Vous vous rappelez très clairement qu'il y a eu des valorisations très très élevées, beaucoup de morts dans l'intervalle. Toujours les mêmes discours, c'est de dire oui, mais ces pure players, alors comme l'a dit Thomas, en plus les pure players, quand on parle d'électrolyseurs, c'est des technologies complètement maîtrisées aujourd'hui. Il n'y a pas de rupture technologique sur ce genre d'acteurs. C'est intéressant, on dit toujours que ça va se faire racheter. Ouais, mais ça dépend de la rapidité avec laquelle ça se fait racheter. Et la rapidité, ça dépend souvent de la criticité. Donc, on a vu nombre de fournisseurs d'accès Internet se faire racheter à des valorisations extrêmement faibles, de la même manière qu'on a vu beaucoup de pure players du panneau solaire aussi faire faillite. Je me rappelle très très bien que j'étudiais QCell à l'époque, qui était le meilleur acteur sur les panneaux solaires. Il n'a pas échappé à la règle. Donc voilà, mais par contre, oui, c'est un nouveau secteur qu'on regarde, très clairement. Peut-être dernière question sur la poche small cap de Kiro Multicap. On a vu qu'effectivement, depuis 1 an, elle a eu tendance à légèrement diminuer. Est-ce qu'on identifie un retard de valorisation sur la poche et est-ce que ça pourrait avoir un impact sur Kiro Multicap? On n'a pas une approche par grande classe. Cette approche-là, je l'avais eue en 2015, très clairement, où on voyait effectivement que les small caps étaient vraiment en retard. Aujourd'hui, j'ai pas d'idée comme ça globale sur est-ce que les small caps sont vraiment nettement plus faiblement valorisés que les large caps. Je raisonne plutôt au cas par cas. J'ai fait quelques entrées, comme je disais tout à l'heure, sur le secteur du retail, donc avec la Fnac, avec Maison du Monde, mais plus parce que j'ai estimé que c'est des acteurs qui avaient démontré des capacités fortes de résistance, notamment à travers leur stratégie omnicanal et le online qui est très fort. Pour schématiser, on peut dire que aujourd'hui la Fnac, sur son domaine, c'est un petit Amazon français. Donc voilà. Mais non, j'ai pas d'avis particulier comme ça. Ça me frappe pas dans ce que je peux regarder en tout cas. Enfin, je crois que ça frappe personne dans l'équipe. Saad, qui est le gérant du fonds Small Cap, ne nous alerte pas spécialement sur des valorisations qui seraient très très faibles en lien avec la classe d'actifs elle-même. Court terme, elle a eu surperformé. Oui, et puis elle a commencé aussi, comme dit Thomas, à récupérer. Les indices ont été extrêmement virulents à la hausse sur la fin d'année, et puis sur le tout début d'année aussi 2021. Et oui, alors ça me permet de faire le lien avec notre prochaine réunion sur Kirao Small Cap.
qui aura lieu le 23 avril. Vous recevrez effectivement des invitations. On peut maintenant terminer la vidéo. Évidemment, Mégane, Philippe et moi-même, on est à votre disposition, ainsi que l'ensemble de l'équipe. N'hésitez pas à nous envoyer des emails spécifiques, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Merci encore.